Alors là, on a la partie production où on produit à peu près 360-370 000 litres de lait à l'année. D'accord. 100% en bio, 100% autosuffisant sur l'alimentation. D'accord, vous êtes à 3 sur l'exploitation, c'est ça? 2,5 on va dire. Sur la ferme? Sur la ferme regroupe deux personnes et demie. Ouais. 2 personnes et demie. Mon frère, mon père et moi. D'accord. Voilà. Puis un stagiaire, de temps en temps, voilà. Ok. Donc, une centaine d'hectares, c'est ça, 80? Centaine d'hectares, voilà. Tout en herbe ou en luzerne ou en mélange fourrager. Et après, on fait des échanges de parcelles avec un voisin céréalier. On a un assolement commun avec un voisin céréalier. D'accord. Pour qu'on bénéficie de ces céréales et que lui bénéficie du désherbage derrière l'usine. D'accord, il y a beaucoup de... Il est en bio, je suppose. Il est en bio, il est à 1 km. D'accord. Et du coup, on a un lien fort entre lui et moi, quoi. Ok. Vous avez des paysages magnifiques en tout cas ici. Bon, bah, c'est joli. C'est pas trop mal. C'est sympa. Voilà. Donc bon. là, vous avez la salle de traite avec le réservoir. Ça, c'est le réservoir à matière première. Voilà. Alors c'est ça? C'est le tank. C'est le tank, donc rempli tous les jours, 2 fois par jour. Salle de traite 2 x 10. Du coup, ça te fait combien de vaches pour ton quota? Là, il y a 65 vaches laitières présentes. Et en prêtes. C'est quoi en race? Primolstein, on dévie sur la Montbéliard là. On dévie sur la Montbéliard. Pour avoir plus de... Plus de taux, plus de valorisation des fourrages et plus de rusticité aussi par rapport aux pattes, à la morphologie. Ouais. Et permet aussi d'avoir une race un peu plus mixte où on va pouvoir valoriser nos réformes en caissette ou en... Ouais. Ce qui est déjà un peu le cas, on commence à faire les premières vaches en caissette et du coup on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus à gagner à faire de la caissette qu'à vendre des bêtes à l'abattoir. Et les bêtes sont souvent sur l'extérieur là? Alors les vaches, ils sont 9 mois sur 12 dehors au maximum. On a réorganisé tout le parcellaire qu'on n'avait pas à l'origine. On avait 10 hectares derrière la ferme d'herbe. On a fait énormément d'échanges avec les voisins pour avoir un maximum de pâture derrière et que les vaches passent un maximum de temps dehors. Et toutes les chartes qualité bio, lait bio, tendent vers ce genre de pratique, vers du 100% pâturage. C'est une attente sociétale que même des conventionnels pratiquent de plus en plus parce que les laiteries demandent entre autres. Et... Je pense que c'est bénéfique pour le consommateur, pour le paysan, pour les vaches. Pour l'environnement peut-être, pour l'espace. Totalement. Puis même pour nous, notre charge de travail, je veux dire, c'est quand même plus agréable d'aller se balader chercher des vaches plutôt que de racler du fumier ou de sortir du fumier à la benne tous les jours. Donc, ouais, puis c'est une attente où si maintenant on sait valoriser un peu mieux, parce qu'à un moment donné c'était quand même poussé pour être le plus optimisé possible, le coût au litre de lait quoi. Enfin, moi j'ai appris à l'école le coût au litre de lait, c'était hyper important. Maintenant si tu sais valoriser un peu mieux parce que justement tu es à l'extérieur, c'est plutôt pratique quoi. Ouais, là il faut revoir le schéma total. C'est vrai qu'on a des bâtiments vides. On nous pose des fois la question de dire de toute façon le bâtiment il est acheté, il faut mettre un maximum de bêtes à l'intérieur pour valoriser, mais nous c'est pas du tout notre optique, c'est plutôt de valoriser un maximum ce qu'on a dans le sol et le potentiel environnemental des vaches. En même temps, en hiver, on va pas les laisser dehors non plus. Ils seraient moins heureuses qu'à l'intérieur. Mais on essaye. Il nous faut comprendre assez rapidement. Quand il faut sortir. Quand tu ouvres la porte et que personne ne veut sortir, c'est qu'il faut commencer à fermer les portes. D'accord. Sur tes prairies, pour autant, tu travailles peut-être des mélanges d'espèces. Voilà, on fait des mélanges graminées, légumineuses, trèfles, etc. Pour avoir que les variétés, une richesse de tes prairies qui fait que c'est un aliment. Ils se complémentent quoi. Dire au printemps, on va avoir les graminées qui vont plus prendre le dessus parce qu'on leur a fait un apport de lisier, un petit apport d'azote, donc ils vont avoir beaucoup de graminées, beaucoup de pousses de graminées. Par contre, à l'été, sur quelque chose de plus sec, les légumineuses vont prendre le relais et on va toujours avoir des prairies, s'il pleut forcément, accessibles et nourricières. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi beaucoup de mélanges prairiales dans les pâturages. Tu nous montres un petit peu ton atelier Tout à fait. Alors, vente plutôt? Vente ou labo? Labo, allez. Labo, voilà. Le labo. Tout à fait. C'est tout blanc, tout propre, tout beau? C'est tout propre de ce matin. Donc le labo, on valorise à peu près 20-25 000 litres de lait par an
dans le labo, avec principalement du lait entier, du lait demi-écrémé, pasteurisé, D'accord. que je pasteurise derrière dans le pasteurisateur, où l'intérêt c'est d'avoir des laits qui se conservent sur des plus longues durées. Après, crème fraîche, fromage blanc, fromage frais, et puis il y a une réflexion sur de l'atome dans les années à venir, quoi, dans les mois, années à venir. D'accord. Voilà, donc ça c'est moi qui m'en occupe à 100%. D'accord. Tu t'es formé pour être... Oui, voilà, formation obligatoire, déjà sur l'hygiène et la sécurité. Ouais. Et puis après, moi je travaillais, avant de m'installer, j'ai travaillé un petit peu en fromagerie, ça m'a donné des idées et j'ai développé ça au moment de m'installer. Donc toi, t'es pas dans les champs, si? Très peu. Très peu? Très peu. J'ai mon frère qui est plus passionné machinisme que moi, mais bon, ça me plaît bien, l'odeur des foins, l'odeur des ensilages. Prendre un peu l'air, ça fait pas de mal non plus. Voilà, mais... j'ai une sensibilité là-dessus, mais faire du tracteur pendant des heures, c'est bien une journée, mais je suis moins là-dessus, quoi. Ça va, ça va. Et voilà, donc ça c'est un labo qu'on a créé de toutes pièces, hein. Ici il n'y avait rien, c'était de la terre battue, on a créé ça en 2019, donc il y a 2 ans et demi à peu près, et pour valoriser 6 mois plus tard, donc 6 mois de travaux, et puis qu'on a fait nous-mêmes. Ok. Voilà tout. Donc là, vous avez 3 parties, le sas sanitaire, la salle de production et la salle d'étiquetage. Tout le stockage est réalisé là-bas, près du magasin. Voilà tout. Là, il y a un investissement autour des 20-25 000 euros, bâtiment et matériel compris. Ouais, c'est quand même déjà important. Ouais. Et ça représente quel volume alors, de quel pourcentage par rapport j'allais dire, à la quantité de lait produit? Alors là, on produit 360 000 litres de lait à peu près, 350, 360 suivant les sécheresses. Et on valorise entre 20 et 25 000 litres de lait par an. D'accord, il y a encore de la marge. Il y a une très grande marge. Je veux dire, là, on pourrait faire quasiment le double ou le triple, mais par manque de temps, on ne le fait pas. Voilà. D'accord. Par manque de temps, on ne le fait pas, mais c'est pour ça que je pense on réfléchit à travailler l'atome, parce que c'est des gros volumes de lait et en plus, c'est des produits qui peuvent vite devenir atypiques dans une ferme. Et alors que bon, le lait entier. C'est un produit d'appel aussi, sûrement, non? Tout à fait. Donc du coup, pour valoriser encore un petit peu plus notre lait bio, qui a tendance à baisser aussi au niveau des prix, on cherche aussi peut-être d'autres valorisations et l'atome en fera sûrement partie. Ok, tu me montres un petit peu la petite partie magasin? On va dans le magasin, c'est parti. Voilà, donc le magasin a été créé en juillet 2019. Et donc après quelques années de réflexion sur comment valoriser nos productions. Et donc on a créé un magasin d'à peu près 50 mètres carrés avec à peu près aujourd'hui 250 références de produits fermiers, locaux et bio. Je suis impatient de voir ça. Allez. Merci. Alors vous pouvez retrouver pain, farine, légumes, épicerie, glace, boucherie, produits laitiers. D'accord. Donc tout est produit localement, tout est produit quasiment, 100% des produits sont bio. 100% des produits sont bio? Quasiment. Quasiment, d'accord. Il y a quelques produits qu'on a gardés en conventionnel qui sont en raisonné. D'accord. Parce que trop loin pour aller le chercher en bio et pas dans la logique environnementale du magasin. D'accord. Donc au lieu d'aller chercher Tu préfères aller acheter un produit raisonné proche de chez toi que d'aller acheter un produit bio qui vient d'un pays étranger peut-être? Voilà, tout à fait. D'accord. Alors il n'y a pas de produits étrangers, mais je veux dire, le poulet par exemple, qui est un exemple, le poulet c'est un poulet conventionnel, fait par des agriculteurs à 6 km, qui nourrissent principalement avec le grain de la ferme, et donc on va de plein air aussi, donc super important. Et le premier poulet bio, il était à 80 km. Donc il n'était pas dans notre zone d'achalandise, fallait faire beaucoup de kilomètres pour aller le chercher. Donc on a préféré travailler avec ces gens-là qui sont à côté de nous, où au niveau logistique c'est beaucoup plus facile à gérer. Et du coup, on a fait ce choix-là et bon, c'est pas un regret parce que bon, le produit est quand même de qualité et on peut aussi le proposer à des prix un petit peu plus raisonnables. Voilà.
Est-ce que la contrainte ici de tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est suivi, t'as pas envie non plus de passer du temps à faire du suivi d'enregistrement de vente, de tout ça, de facturation? Facturation, on l'a fait nous-mêmes, sur comment pour la ferme ou pour le magasin. Et on passe pas énormément de temps à ça, on gagne du temps à le faire informatiquement, ça c'est sûr et certain. Qu'à l'ancienne, des fois en papier, on perdait un peu de temps quand même, quoi. Alors on va continuer après la visite, mais moi j'ai un petit sujet parce que justement quand on parle de facturation, il y a une grosse évolution qui va arriver d'ici peu. J'ai pu en discuter avec Thierry tout à l'heure dans les locaux d'Isagri qu'on a visité ce matin. Donc on va pouvoir lancer le sujet parce que je pense que ça va permettre à pas mal d'auditeurs d'apprendre des choses et puis après on continuera notre petite visite. Bon Thierry, on a profité de notre petit tour du co-farming tour pour passer dans les locaux d'Isagri parce qu'il y a une chose qui m'intéresse aussi. On parle de plus en plus de zéro papier, de dématérialisation. C'est des choses qui vont nous arriver entre autres avec la facturation d'ici peu, quoi. Qu'est-ce que ça va changer pour j'allais dire votre activité mais aussi pour l'agriculteur en lui-même? Alors ce qui va changer pour l'agriculteur d'abord, c'est le fait que la réception des factures, ça va complètement changer. Bien sûr, la facture électronique va être obligatoire progressivement à partir de 2023. Et pour celui qui recevra la facture, on ne pourra plus la recevoir par papier, interdit. On ne pourra plus la recevoir par pièce jointe d'email, interdit. On ne pourra plus aller recevoir un lien et aller le télécharger sur le site du fournisseur, interdit. Le seul endroit où on pourra aller chercher une facture, c'est une plateforme certifiée par l'État à laquelle on devra s'abonner et cette plateforme distribuera toutes les factures. Donc j'aurai un seul point pour recevoir toutes mes factures. Moi en tant qu'agriculteur, j'aurai un endroit où toutes mes factures seront. Donc ça va me simplifier un petit peu les choses certainement. Ça va simplifier les choses aussi pour l'État pour vérifier, contrôler la TVA, c'est ça C'est ça, parce que en fait, ça c'est pour la réception, mais en émission, je devrais aussi, si je fais des factures, envoyer toutes mes factures par une plateforme. Cette plateforme, avant de l'envoyer à la plateforme du destinataire, chacun pourra avoir la sienne, elle devra contrôler que la facture est conforme, elle devra trouver l'adresse du destinataire via un annuaire national géré par l'État, vérifier qu'elle est conforme et en extraire certaines données, toutes les données de la TVA, tout le détail des lignes de facture va être envoyé sur des services de l'État qui pourra contrôler toute la TVA finalement et toute l'activité économique, on peut dire aussi. Donc c'est non seulement la facture électronique qui va être obligatoire, mais le schéma de circulation des factures va être imposé. Et ça, c'est la révolution. Ça veut dire que maintenant, mon facturier papier que je faisais encore de temps en temps, dans 2-3 ans, c'est terminé pour moi, quoi. Alors dans 3 ans et demi, ça sera terminé pour les factures à des professionnels. D'accord. Pour l'instant, pour les factures à des particuliers, c'est encore toléré. C'est encore toléré, mais parce qu'on parle de la facture électronique obligatoire, ça s'appelle, alors ils ont choisi un terme anglais pour la France, c'est bien, c'est le e-invoicing. Et ça c'est toutes les factures de professionnels assujettis à professionnels assujettis TVA. Toutes les autres ventes, donc toutes les ventes à l'export et toutes les ventes à des particuliers, y compris avec des tickets de caisse, etc., vont avoir une obligation aussi de transmission à l'État, à la même plateforme, d'un fichier de synthèse de tous les totaux hors taxe TVA, l'équivalent d'un Z de caisse pour ceux qui ont des caisses, très fréquemment. Quelqu'un qui est en TVA annuel, donc le régime simplifié de TVA, devra envoyer tous les mois, avant le 7 du mois, devra envoyer sa déclaration sur sa plateforme. Quelqu'un qui est en TVA normale devra envoyer tous les jeudis les totaux de la semaine précédente pour tout ce qui est vente aux particuliers, etc. Ouais, donc ça va être quand même des contraintes qui vont augmenter et même si voilà, on va devoir, alors j'imagine qu'en mode d'équipement, pour vous qui équipez aussi en logiciel, en matériel, ça va être aussi, surtout au niveau logiciel, des grosses transformations qui se mettent en place. Nous, la grosse transformation, c'est que bien sûr, il faut que nos logiciels sachent générer des factures électroniques. Avec une facture électronique, c'est un PDF, on pourrait dire, avec dedans, en langage informatique, tout le contenu informatique de la facture. Et ça permet beaucoup d'automatisation. Donc bien sûr, il faut que nos logiciels de facturation sachent générer ces factures-là, les déposer automatiquement sur une plateforme. Il ne faut pas que j'ai de manipulation à faire. Donc il faudrait que je valide ma facture, je fais un clic, ça va la poser sur ma plateforme, puis après elle va circuler. Donc ça, c'est le premier point.
Mais en réception, il faut que nos logiciels sachent aller les chercher automatiquement sur la plateforme pour éviter que j'aille me connecter à chaque fois. Les Donc relire. il y a des API pour ça, les intégrer, me les présenter pour que je les valide, parce qu'il faut d'abord que quand je reçois une facture, que je puisse dire je l'accepte ou je la refuse. Oui, comme le droit aussi, ça peut être important. Le spam de facture, ça pourrait exister. Donc il y a cette étape-là. Et ensuite, il faudra que je déclare si c'est de la TVA sur encaissement, si c'est des services, il faudra que je déclare que je l'ai payé. D'accord. En réception. Et donc là aussi, dans nos logiciels, il faut qu'on fasse toutes les fonctionnalités qui vont permettre de fluidifier ça, en fait, que ça soit simple. Et donc ça va combiner, alors pour faire des comptabilisations automatiques, il y a des choses assez simples à faire, il y a des choses qui seront beaucoup plus complexes si on veut comptabiliser le détail des lignes de facture automatiquement, en analytique, dans les bons comptes. Mais c'est ce qui servira aussi à simplifier l'organisation, enfin du comptable, mais aussi de la personne qui travaille, qui enregistre éventuellement. On va sûrement faire appel à de l'intelligence artificielle pour faire cette comptabilisation-là, parce qu'il faut comprendre le libellé d'articles et l'interpréter pour le proposer dans le bon compte. Donc ça va être techniquement assez intéressant. C'est une contrainte, mais ça va aussi apporter des intérêts pour nous agriculteurs dans, j'allais dire, dans l'enregistrement et puis peut-être dans le temps à passer. Au total, je suis convaincu moi, que ça sera un grand gain de temps parce que le coût de traitement d'une facture, il est estimé en France d'une manière de sa création jusqu'à la réception et la comptabilisation par le destinataire. On estime que ça coûte à peu près 20 €. D'accord. 20 €, alors il y a des frais de timbre, etc., mais c'est surtout du temps. Et avec la facture électronique, on estime que ça va diviser par 2 à peu près. D'accord. Donc, donc il y a 2,5 milliards de factures par an en France. Ça fait un peu de temps. Ça fait beaucoup. Hein, et moi, si je suis moins dans mon bureau et plus dans mes champs à vérifier mes cultures ou avec mes animaux, ben, j'en serai d'autant plus content. Voilà. Et l'objectif de l'État, c'est de fluidifier les délais de paiement, réduire les délais de paiement, parce que la facture circule plus vite. Normalement, le règlement arrive plus vite. Et puis aussi, à terme, de pré-remplir les déclarations de TVA. D'accord. Donc comme aujourd'hui tu as une déclaration d'impôt qui est pré-remplie, moins demain tu auras d'erreurs, une déclaration TVA, il dira bah voilà, d'après ce qu'on sait, voilà votre TVA. Après peut-être qu'il y a des choses, voilà. Ok. Mais... Eh ben, merci pour cette présentation. Nous on va continuer notre visite dans l'exploitation. Je pense que ça va être intéressant. D'accord. Merci Emilien. Merci à vous. À la semaine prochaine. À bientôt. Alors, vous avez acheté par les systèmes de terminal numérique maintenant en paiement. C'est un acte plus pratique aussi, indispensable pour un consommateur de pouvoir acheter comme ça? Oui, complètement. Je sors ma carte bancaire, je la présente et sans même appuyer sur quoi que ce soit, avec le sans contact, on peut régler son panier sans souci. Et le sans contact avec la Covid, ça a été un plus quelque part de se dire tiens, on n'est pas obligé de manipuler un terminal. Après, je pense que le paiement par carte, il est devenu quelque chose de routinier. Exactement, ouais. C'est vraiment une sécurité pour nous, en tout cas en tant que consommateur. Là, pendant cette période difficile sanitaire, on touche à rien, on a directement sa carte bancaire, on la prend, on la pose, on la reprend. C'est vraiment très confortable. Toi, ça représente combien de ta clientèle qui paye comme ça par carte maintenant? Entre 95 et 98% des gens qui payent aujourd'hui uniquement par carte. D'accord. Donc si tu n'as pas de terminal, moi je pensais qu'on pouvait encore payer plus comme ça sans carte, mais maintenant c'est devenu obligatoire, quoi. C'est un outil indispensable. Dès le début, on a mis la carte, on n'était pas parti pour le faire. On nous a prévenu que 98% des paiements allaient se faire via carte bancaire et ça se vérifie. Et du coup, ça nécessite d'avoir internet aussi, un très bon débit et sans souci, ce qui n'est pas franchement notre cas des fois de temps en temps, mais ça s'accompagne de normal. Ouais, il faut une bonne connexion, c'est indispensable, mais au moins ça permet. Et sinon, tu perdrais de la clientèle, quoi. Clairement. Je suis pas sûr, mais après, je pense pas que les gens soient pressés quand ils viennent ici, mais c'est quand même confortable quand ça marche bien. Mais en tout cas, de ne pas avoir de terminal de paiement par carte, là, ça serait. C'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Pas du tout. Ok, donc après voir si celui qui veut faire du circuit court demain, il a intérêt de partir là-dessus pour. Aujourd'hui qui se font avec les téléphones portables et après on pourrait investir aussi dans un gros terminal, mais à l'échelle de notre boutique, c'est pas nécessaire. Pour l'instant, c'est suffisant, ça passe bien et. Ok. Eh ben, merci Emilien pour cette présentation de cette belle exploitation. Merci d'avoir témoigné. Et puis nous, on va continuer notre petit périple à la suite. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Au revoir.